Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition du Journal de l'Afrique avec à la une de l'actualité cette série de remaniements en Côte d'Ivoire. Les chefs de l'armée, de la police et de la gendarmerie ont été démis de leurs fonctions. Un peu plus tôt, c'est le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan qui avait annoncé sa démission. Le procès en appel d'Hissène Habré à Dakar, l'ancien président tchadien avait déjà été condamné en mai dernier à de la prison à perpétuité pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité, viol et torture. Il devrait être fixé sur son sort avant le 20 avril prochain. Et puis ce triste décompte, 1000 jours de captivité pour les jeunes filles de Chibok, 195 lycéennes toujours retenues par Boko Haram. Le président Buhari promet de tout faire pour les libérer. Vous entendrez l'une des activistes du mouvement Bring Back Our Girl dans cette édition. On ouvre ce journal avec cette information du soir en provenance de la Côte d'Ivoire. Le président Ouattara a démis de leurs fonctions les chefs de l'armée, de la gendarmerie et de la police. Une décision qui fait suite au soulèvement dans les rangs de l'armée la semaine dernière. Des soldats avaient occupé la ville de Bouaké pendant 2 jours. Ils réclamaient des logements, des primes et des hausses de salaire. Frédéric Gara est à Abidjan pour RFI et France 24. Un deuxième signal fort à destination de ces militaires du rang et de l'ensemble des mutins qui ce week-end donc ont fait le coup de poing. Après l'annonce de l'acceptation du versement des primes samedi dernier, c'est par un décret présidentiel ce lundi que le chef d'état-major des armées, le général de corps d'armée Soumaïla Bakayoko, a quitté son poste au profit du général de division Sékou Touré. Et le président Alassane Ouattara n'a pas fait les choses à moitié puisque le grand ménage se poursuit avec le limogeage du commandant de la gendarmerie nationale, Gervais Kwaku Kwasi, et du directeur général de la police, Bredou Mbia, qui cèdent tous deux leur place respectivement à Nicolas Kodio Kwaku pour la gendarmerie et Youssouf Kouyaté pour la police. Les mutins et au-delà, plusieurs cadres politiques ivoiriens demandaient depuis les troubles de ce week-end des changements dans l'encadrement de l'armée. On peut dire ce soir que cela a été fait et peut-être pas terminé d'ailleurs. À présent, il s'agit d'ouvrir les discussions avec ces militaires insurgés qui réclamaient des primes et l'amélioration de leur qualité de vie. Ces discussions pourraient avoir lieu en 2 temps avec le ministre de la Défense à Abidjan et ensuite un peu plus tard à Bouaké en fin de semaine. Frédéric, entre démission et nomination, on peut dire que la journée a été riche en événements à Abidjan. Oui, c'est peu de dire que cette journée a été riche en rebondissements. À 11 heures ce matin, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a déposé à la présidence sa démission et celle de son gouvernement, car élu député de Grand Bassam, le chef du gouvernement ne pouvait plus concilier ces 2 fonctions. En début d'après-midi, lui et 17 des membres de son ex-gouvernement donc étaient sur les bancs de l'Assemblée nationale pour réélire triomphalement le président de la Chambre sortant, c'est-à-dire Guillaume Soro. Guillaume Soro qui a été reconduit à 95% des voix de ses condisciples députés. Et cette frénésie politique du début de semaine n'est pas terminée puisque demain, à 10 heures, le président de la République, Alassane Ouattara, doit prononcer un discours devant la nouvelle Assemblée. Il paraît probable qu'à cette occasion, ou bien un peu plus tard dans la journée, on annonce le nom du nouveau Premier ministre et celui sans doute aussi du vice-président. L'acte final du procès en appel d'Hissène Habré, l'ancien président tchadien, ne s'est d'ailleurs pas présenté à l'audience de ce lundi matin. En mai dernier, il avait été condamné à de la prison à perpétuité pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité, torture et viol. Les débats vont durer toute la semaine. Les avocats d'Hissène Habré vont bâtir leur défense sur des vices de forme. La chambre d'appel devrait rendre sa décision avant le 20 avril prochain. Le rappel des faits avec Axel Simon. L'ancien président tchadien, de nouveau jugé 7 mois après sa condamnation à perpétuité. La Chambre vous condamne à la peine d'emprisonnement à perpétuité. Le 30 mai dernier à Dakar, Hissène Habré est reconnu coupable de crimes de guerre, crimes contre l'humanité, torture et viol par un tribunal spécial africain créé par l'Union africaine. Un procès inédit censé servir d'exemple pour tout le continent et qui fait la lumière sur des exactions commises entre 1982 et 1990. En 1982, Hissène Habré s'empare du pouvoir par les armes. Il devient ainsi le 3e président du Tchad, un début de règne marqué par la répression. Ses opposants, qu'ils soient réels ou supposés, sont arrêtés puis torturés. Une commission d'enquête estimera d'ailleurs à plus de 40 000 le nombre de personnes mortes ou exécutées sous son règne. En 1990, il est chassé du pouvoir par l'un de ses généraux, Idriss Déby, l'actuel président du Tchad. Contraint de quitter le pays, il va trouver refuge au Sénégal où il mène une vie paisible pendant plus de 20 ans. Mais en 2011, le président Wade décide soudainement qu'il n'est plus le bienvenu. Hissène Habré est arrêté en 2013 à Dakar,
puis inculpé par cette juridiction spéciale qui les récuse. Tout au long du procès en première instance qui s'est ouvert à l'été 2015, il a refusé de s'exprimer ou d'être représenté, contraint par la force publique à comparaître. C'est en appel désormais qu'il est jugé et le verdict sera définitif. La crise en Gambie s'est une nouvelle fois invitée à un sommet de la CEDEAO à Abuja. Une délégation menée par le président Buhari se rendra à Banjul mercredi pour une seconde rencontre avec Yahya Jammeh. Le président sortant de la Gambie refuse toujours de quitter son poste. Pourtant, début décembre, il avait accepté le verdict des urnes après la victoire d'Adama Barrow avant de finalement faire volte-face. Il y a très exactement 1001 jours, soit près de 3 ans, des hommes de Boko Haram ont enlevé 276 lycéennes dans la localité de Chibok, c'est dans le nord-est du Nigeria. Au fil du temps, plusieurs dizaines d'entre elles ont pu s'échapper et retourner auprès de leur famille. Mais 195 jeunes filles manquent toujours à l'appel. Le président Buhari s'est engagé à les retrouver. Des promesses qui ne satisfont plus les activistes du mouvement Bring Back Our Girls, un collectif créé au lendemain de l'enlèvement des lycéennes. Écoutez. La réponse de l'administration de Buhari concernant les filles de Chibok est à l'image de la prise en charge d'autres crises, de l'insécurité, du bien-être des personnes déplacées, des militaires, de la corruption, de la suffisance gouvernementale. Malheureusement, nous sommes à la 1000e journée de captivité et aucune information n'a été transmise par le gouvernement fédéral. Le franc CFA dans le viseur de plusieurs organisations panafricanistes, de Bamako à Kinshasa en passant par Bruxelles et Londres. Un front commun s'organise pour mettre un terme à cette monnaie. Créée en 1945, la zone CFA comprend 14 États africains en plus des Comores. On écoute le président du mouvement citoyen africain pour la Renaissance. Il est à Ouagadougou. Il répondait aux questions de Khalidou Sy et Bangali Touré. Après 77 ans d'existence du franc CFA, aujourd'hui il n'y a plus de raison que notre monnaie soit logée encore dans le trésor français. On peut bel et bien se retirer de ce trésor français-là et vivre indépendamment et travailler de telle sorte à ce que la collaboration entre les différents États africains et la France se fasse dans de bons termes sans qu'il y ait une partie qui profite de l'autre partie. Ce que l'Union africaine ne peut pas faire, nous le peuple, nous allons le faire pour l'Union africaine. C'est pourquoi nous nous sommes levés, pour que maintenant, le peuple africain, nous allons nous lever comme un seul homme pour dire nous ne voulons plus de ce franc CFA et contraindre nos différents responsables à suivre la marche. Et pour être tout à fait complet, sachez que selon Paris, aucun chef d'État africain n'a formulé de demande pour une réforme de la zone CFA, ni même une dévaluation de cette monnaie. On prend à présent la direction du Gabon, pays hôte de la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations. Le coup d'envoi de la compétition, c'est ce samedi. Pendant 3 semaines, la population va vivre au rythme des matchs. Mais vous allez voir que les Gabonais ne se réjouissent pas tous de cet événement. Nicolas Germain. C'est en avril 2015 que le Gabon a été désigné pour accueillir la CAN, le tournoi de football le plus important du continent. C'était plus d'1 an avant la présidentielle très contestée qui a vu la victoire d'Ali Bongo. Un résultat toujours rejeté par le chef de l'opposition, Jean Ping. Des violences post-électorales avaient fait plusieurs morts. Dans ce contexte tendu, des militants de la société civile ont appelé lundi à un boycott de la CAN. Ali Bongo a promis un dialogue politique au lendemain de la compétition, mais Jean Ping refuse cette option. Certains Gabonais sont sceptiques à quelques jours du coup d'envoi du tournoi. Vu les élections qui se sont passées un peu dans le boucan, donc le Gabon n'avait pas besoin d'une CAN. Déjà 2012, la CAN 2012 ne nous a rien apporté. Là, je ne sais pas pourquoi le Gabon a pris une CAN pour organiser. Entre-temps, tout cet argent pouvait faire des logements sociaux pour distribuer à toute la population. Mais sur la plage de Libreville, les fans de foot sont impatients de voir la CAN débuter. Je suppose qu'elle va quand même bien se passer, puisque les stades sont pratiquement fin prêts. Et nous osons espérer que notre équipe nationale fera un bon parcours cette année-ci. Les 3 favoris cette année sont la Côte d'Ivoire, qui est le tenant du titre, le Sénégal et l'Algérie. Voilà, c'est la fin de votre journal de l'Afrique. Merci à vous de l'avoir suivi. L'information continue sur France 24.